Comme vous le savez, donc, mon dernier livre, qui est intitulé Antisionisme égal antisémitisme, point d'interrogation, est sous-titré Réponse à Emmanuel Macron. C'est simplement que j'ai décidé de l'écrire le 16 juillet 2017, après avoir entendu le discours du président de la République à la commémoration du 75e anniversaire de la rafle de Tel Aviv. Non seulement il avait invité pour la première fois le Premier ministre israélien à cette commémoration, à la fin de son, je dois le dire, excellent discours sur la responsabilité de l'humanité et de Vichy dans la déportation des Juifs de France, il avait lâché cette phrase un peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'elle n'avait strictement rien à voir avec le reste de ce qu'il disait. Je cite: « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Jamais un président de la République, même pas Nicolas Sarkozy, ni même François Hollande, dont on sait qu'il avait toujours un chant d'amour pour Israël et ses dirigeants, n'avait repris à son compte cette vieille lune de la propagande pro-israélienne, cette espèce d'amalgame, quand on y réfléchit avec un peu de recul, étrange, puisqu'il confond dans une même réprobation un délit puni par la loi, l'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, et d'autre part une opinion qu'on peut partager, condamner, réprouver, comme on veut, mais qui n'est qu'une opinion. Et je la résume, il s'agit simplement de la critique de la vision du fondateur du sionisme, Theodor Herzl. On peut, je le répète, penser ce qu'on veut de la pensée de Herzl, mais ça n'est évidemment pas un délit, c'est une opinion. Je vais essayer de prendre les deux termes, antisémitisme et antisionisme, et essayer de décortiquer ce que ces deux termes signifient réellement à travers l'histoire. Je commencerai par dire que l'antisémitisme, et avant lui l'antijudaïsme, chrétien pour l'essentiel, mais aussi musulman, c'est quelque chose qui a traversé l'histoire, et en particulier l'histoire de l'Europe. Ça s'est traduit à travers l'histoire par un très grand nombre, non seulement de discriminations, mais aussi de persécutions et de massacres. Et je pense en particulier aux croisades, mais aussi à ce qu'on a appelé en Russie, et en Pologne d'ailleurs à l'époque, les pogroms. En France, cette œuvre destructrice a été organisée par le régime de Vichy, qui ont contribué très activement à la déportation de 75 000 juifs. Que j'aborde ce sujet, qu'il y avait à l'époque, en 1939, en France, 330 000 juifs. Ce qui signifie que quasiment les 4/5 des juifs en France ont échappé à la déportation. Il y a eu, contrairement à une certaine historiographie, y compris sioniste d'ailleurs, il y a eu un immense mouvement de solidarité avec les Juifs qui a permis aux 4/5 d'entre eux d'être épargnés par les rafles. En 1946, l'IFOP, qui existait déjà, demande aux Français: est-ce que les Juifs sont des Français comme les autres? Un tiers disent oui. La même question posée toujours par l'IFOP en 2017 donne comme résultat, écoutez bien, 92% des Français disent les Juifs sont les Français comme les autres. Donc l'antisémitisme d'exclusion a été marginalisé d'une manière indiscutable. Autant l'idéologie a reculé, autant les préjugés se maintiennent. Une moitié de Français qui pensent, à des degrés divers, que, je cite, les Juifs sont plus attachés à Israël qu'à la France, que les Juifs ont beaucoup de pouvoir, que les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français. Mais il y a aussi, comme vous le savez, des préjugés contre les Corses, contre les Bretons, contre les Auvergnats, par
paraît-il même contre les Lyonnais, mais je ne le sais pas vraiment. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quiconque ici, dans cette salle, de dire, à partir de cette réalité de préjugés anti-corse, anti-breton, anti-auvergnat, qu'il y a en France un racisme anti-corse, anti-auvergnat ou anti-breton? Je ne le crois pas. Troisième élément, il y a eu, au début des années 2000, très précisément en 2000, 2001, 2002, une explosion, c'est vraiment le terme, de violence raciste et antisémite. Mais, et le mais est très important, à partir de 2003, ces violences ne cessent de reculer. On déduit personnellement qu'il y a un impératif de clarté, et je dirais, plus on est engagé dans la lutte de solidarité avec la Palestine, plus on se déclare antisioniste, et plus il faut être d'une clarté de cristal, d'une clarté parfaite sur cette question. Le hasard veut que Theodor Herzl, qui est un journaliste juif hongrois vivant en Autriche, il est envoyé par son journal à Paris comme correspondant. Et quand il arrive, se déclenche l'affaire Dreyfus. On est impressionné, c'est-à-dire la France est passée à 2 doigts de pogrom à la française. Donc ça déduit de ce qui s'est passé en Russie, de ce qui se passe en France, il déduit que les Juifs ne peuvent pas s'assimiler, et donc il faut un État pour eux. Le sionisme s'efforce d'obtenir pour le peuple juif en Palestine un foyer. Évidemment, le créateur du sionisme fait l'impasse sur le fait que dans cette Palestine, il y a aussi un peuple autochtone. Ça ne fait pas partie de ses préoccupations, bien que ce peuple constitue plus de 90%, presque 95% à l'époque de la population de la Palestine. Je résume, Herzl passe le reste de sa vie, en 1904, à essayer de trouver un soutien international à son projet. Et ça ne marche pas. Il voit le Kaiser, il voit le sultan ottoman, il voit le pape, un peu de double langage dans tout ça. Vous ne voulez plus de vos juifs, nous on les veut. Arrangeons-nous. C'est son successeur qui, 13 ans après sa mort, donc en 1917, obtient le soutien des Britanniques avec la déclaration Balfour. Ce qui est frappant, c'est que le soutien britannique ne change rien à une réalité essentielle, c'est que l'immense majorité, quand je dis des Juifs, ne veulent pas du projet sioniste. Et il faut bien avoir en tête qu'il s'agit là d'une opposition massive, mais aussi large. Pourquoi? D'abord, les communistes juifs, qui sont très nombreux, notamment dans le parti bolchevique, sont opposés. Lénine, par exemple, on sait encore qui c'est, oui. Le leader de la révolution bolchevique, Lénine, dès 1903, écrit, je cite, absolument inconsistante du point de vue scientifique, l'idée d'un peuple juif spécial et par sa portée politique réactionnaire. Mais il n'y a pas que les communistes. Le Bund, qui est au fond un mouvement social-démocrate, qui est pour l'autonomie des Juifs, mais dans les pays où ils vivent, et une autonomie culturelle, pas du tout pour un État juif. Le Bund, donc, manifeste une hostilité très forte au projet sioniste. Troisième élément, pour les religieux, pas seulement orthodoxes, pour les religieux juifs en général, l'idée même de foyer national juif ou d'État juif est un blasphème. Il ne peut pas y avoir de foyer ou d'État tant que le Messie n'est pas là. Et apparemment, à ma connaissance, il n'est pas là. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, qu'Israël n'a pas de constitution. Et puis, n'oublions pas quand même qu'il y a aussi une grande bourgeoisie juive à l'époque, dont les Rothschild sont le symbole, qui n'a aucune envie, cette grande bourgeoisie, d'aller travailler la terre dans le kibbutz. C'est très bien là où elle est. Donc, si vous voulez, il y a, pour les successeurs de Herzl, un problème majeur qu'ils ne résolvent pas, qui est de trouver un soutien réel dans les communautés juives. Le génocide va changer complètement cette réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de milliers de survivants
de rescapés de la Shoah qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Je donne cet exemple, en Pologne, il y a des pogroms jusqu'en 1950-51. C'est curieux que la loi interdise d'en parler et que Benjamin Netanyahou signe une déclaration avec son homologue polonais pour dire tout va bien. Et jusqu'où peuvent mener les alliances de réel politique, c'est-à-dire peu importe que vous soyez antisémite, du moment que vous défendez la politique. Même parmi les juifs qui sont venus en Palestine dans les années 30-40, il y en a énormément qui sont venus par peur du nazisme. Ce n'est pas un choix sioniste qu'ils ont fait. Les survivants, en tout cas, pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas un choix sioniste. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils voudraient aller aux États-Unis. Il n'y a plus de visa. Depuis 1924, en fait, les lois américaines réduisent à presque rien l'immigration. Puis vous avez la grande immigration de juifs soviétiques à partir des accords que passe Gorbatchev avec les dirigeants israéliens. Tous ces juifs soviétiques ou presque rêvaient d'une chose, c'est que Tel Aviv soit une escale pour continuer vers Washington. Sauf que Yitzhak Shamir avait fait un accord avec le président Reagan, pas de visa pour les juifs soviétiques. Aujourd'hui, là aussi, il y a 16 millions de juifs dans le monde, dont 6 millions en Israël et dans les territoires occupés. Donc la majorité des juifs ne vivent pas dans l'État sioniste. Je ne dis pas qu'ils sont anti-sionistes, mais ils sont au moins asionistes. Et tous ces juifs français, pour la plupart d'ailleurs originaires d'Afrique du Nord, qui sont partis dans les dernières années en Israël. Mais au bas mot, un tiers sont revenus. C'est des Français, donc ils ne parlent pas hébreu, ils ne parlent pas anglais, ils ont du mal à s'insérer dans cette société. Ce n'est pas par hostilité au sionisme qu'ils reviennent, mais ils reviennent. Alors, est-ce qu'il faut considérer que tous ces juifs qui n'ont pas voulu se rendre sur la terre de leurs ancêtres, est-ce qu'ils sont antisémites? Si on suit la logique d'Emmanuel Macron, ils sont antisémites. C'est évidemment grotesque. Ça n'a strictement aucun sens. C'est des gens qui ont voulu continuer à vivre là où ils vivaient. En fait, ce qui est frappant dans l'acharnement du CRIF sur cette question de l'antisionisme, c'est qu'il est contredit par la réalité de l'opinion publique française. Et aujourd'hui, le sondage qui a été, paradoxal, financé par l'Union des étudiants juifs de France et publié au printemps dernier, il est sans précédent. Je n'ai jamais vu des sondages pareils. 57% des Français disent qu'ils ont une mauvaise image d'Israël. Et 68% chez les jeunes. 69% des Français disent qu'ils ont une mauvaise image du sionisme. Et 71% des Français pensent qu'Israël porte une lourde responsabilité, c'est ce qu'ils disent, dans l'absence de négociations avec les Palestiniens. Et c'est étonnant parce que Brice Teinturier avoue lui-même qu'il a été surpris par les résultats. Il y a, dit Brice Teinturier, un électorat qui se distingue des autres par sa critique de la politique israélienne. De loin, c'est l'électorat France Insoumise et communiste. Le problème pour le CRIF, c'est que le même électorat est le plus réticent à toute forme d'antisémitisme et le plus empathique à l'égard des Juifs quand il y a des actes antisémites. Donc, conclut Brice Teinturier, on ne peut pas, de manière caricaturale, dire que l'un, l'antisionisme, dissimulerait l'autre, l'antisémitisme. Les dirigeants israéliens ont un vrai problème avec cette image d'Israël dans l'opinion française, d'autant que, globalement, il n'y a pas que la France. Tous les sondages faits à l'échelle européenne montrent que Israël est dans le peloton de queue des pays dont on aime la politique étrangère. Le peloton de queue, quand même, il faut le dire, qui n'est pas un peloton très sympathique, c'est-à-dire qu'il y a l'Iran, la Corée du Nord, le Pakistan, les États-Unis, le Trump, pas avant, pas avec Obama, mais maintenant. C'est-à-dire, dans l'ONU telle qu'elle est, les Israéliens n'ont plus que 3 États qui défendent jusqu'au bout leur politique. Quel isolement! Quel pays dans l'histoire a
a été isolé à ce point. Et ça ne risque pas de s'arranger, vu la radicalisation en cours de la politique israélienne, parce qu'on passe de la colonisation qui continue, qui s'accélère, à l'annexion ouverte. On a, autre aspect très important, une série de lois liberticides qui ont été votées par la Knesset, dont des lois que personne n'imagine, qui n'existent nulle part au monde, même en Corée du Nord. Je vous prends un exemple. 90 députés sur 120 peuvent exclure les autres du Parlement. Vous imaginez, la République en marche se réunit et décide qu'on exclut le groupe de députés de la France insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste, des écologistes. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a pas même besoin de motiver. La loi ne prévoit pas de motivation. C'est clair qu'il y a un risque encore plus grand, notamment avec la loi. Avant, Israël était un État juif et démocratique. Là, maintenant, c'est État-nation du peuple juif. La démocratie a disparu. Et le texte dit en toutes lettres, seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël, sans préciser quelles sont les frontières de l'Israël. Et, si quelqu'un n'avait pas compris, l'arabe perd son statut de langue d'État. Il n'y a plus que l'hébreu. D'où la stratégie des Israéliens en France, qui a commencé avec la tentative de faire interdire la campagne boycott des investissements sanctions, dont je rappelle qu'elle n'est interdite par aucune loi française. Sinon, le boycott de l'apartheid sud-africain aurait aussi été interdit. Et Federica Mogherini, la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité, passe son temps, quand on lui demande, à répéter non, pour nous, ce qui compte, c'est la liberté d'expression, et BDS en fait partie. Donc, comme BDS, eh bien, il y a une tentative pour interdire l'antisionisme. Si ce n'était pas aussi sérieux, on pourrait presque en rire. Imaginez que demain, le Parti communiste demande l'interdiction de l'anticommunisme. Les gaullistes demandent l'interdiction de l'antigaullisme. Les libéraux demandent l'interdiction de la démondialisme. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça veut dire interdire une idée. Je veux dire, la question se pose, est-ce que le CRIF veut ça? Est-ce qu'il veut rétablir la censure en France? Du point de vue de la loi, rien ne le permet. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française, elle défend le principe de la liberté d'opinion. La Constitution de la Ve République, dans un de ses tout premiers articles, je crois que même le premier, défend aussi la liberté d'opinion et d'expression. La Déclaration européenne des droits de l'homme défend la liberté. Mais moi, je parierais volontiers que si jamais Emmanuel Macron suivait la demande du CRIF et faisait faire à Édouard Philippe un texte d'interdiction de l'antisionisme, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas accepter une telle loi. Elle est complètement contraire à la juridiction, à l'esprit de la Constitution, aux traditions françaises. Les dirigeants du CRIF essayent de s'accrocher de manière presque désespérée à cette petite phrase d'Emmanuel Macron pour justifier une loi d'interdiction de l'antisionisme. On a réellement un problème majeur sur la question des libertés. Donc moi, je ne suis pas forcément optimiste, parce que la politique, surtout sur le Proche-Orient, les dirigeants français nous ont habitués quand même à beaucoup de l'homme. Mais enfin, j'ai l'impression qu'avec un bon effort, beaucoup de détermination, beaucoup de sang-froid, beaucoup de clarté, on a une bonne possibilité que la lutte, comme on dit, paye. Aujourd'hui, les Juifs et les Palestiniens en Israël font le même nombre d'enfants, et je vais vous dire, dans les territoires, c'est plutôt l'inverse. C'est les Juifs, notamment religieux, qui ont des familles de 8, 10, 12 enfants, et les Palestiniennes pensent que si elles ont 3, 4 enfants, ça suffit amplement. Je
vous répondrai clairement, il aimerait que les Français le soient. Parce que ça permettrait de déclencher une véritable alliance. La preuve, c'est que la violence développée quand même au début des années 2000, elle a produit une augmentation de l'émigration juive vers Israël. Je ne crois pas, moi, personnellement, qu'il y aura de vagues d'émigration vers Israël. Ça a l'air bête, mais apprenez-le, l'hébreu, vous allez voir. C'est un énorme problème. D'autant que, par rapport à d'autres juifs d'autres pays, en plus, nous, on pense qu'on parle anglais, mais il n'y a que nous qui pensons que c'est de l'anglais. Il n'y a pas d'Ashkénazes qui partent. Hein. D'origine européenne, c'est infinitésimal. C'est vraiment... Israël, pour être clair, c'est le pays le plus dangereux pour les Juifs. Vous voyez, il y a un énorme effort des Israéliens pour faire venir des Juifs, c'est-à-dire poursuivre la politique qu'on appelle l'Aliyah, et le réservoir se vide. On fait venir des Juifs d'Éthiopie qu'on maltraite, on invente une tribu juive perdue en Inde pour la faire venir. On est dans un processus d'extinction progressive de l'Aliyah. Ce que Sharon avait dit en 2005, quand Chirac l'avait invité en France, et ce que Netanyahou a dit à la synagogue le soir de la manifestation du 11 janvier, c'est incroyable que les dirigeants français l'admettent. Imaginez l'inverse. Imaginez que Chirac ou Macron aillent en Israël et disent « Juifs francophones d'Israël, vous êtes maltraités, nous vous attendons en France, votre place est chez vous. » Je ne comprends pas pourquoi on accepte ce genre de discours. Je comprends bien les arrière-pensées politiques et politiciennes, mais quand même il y a des limites, quoi. Il y a un problème de dignité. On ne peut pas laisser dire que le peuple français est antisémite. Surtout de la part de Netanyahou, dont je rappelle qu'il est allié avec Orban, Premier ministre hongrois, qui a fait l'apologie du régent Horthy, du Pétain Horthy, en disant que c'était un homme d'État exceptionnel, qui a fait campagne électorale contre Georges Soros, qui n'est pas mon ami, mais en faisant une campagne antisémite. Voilà les copains de Bibi. Kaczynski, la loi dont j'ai parlé tout à l'heure. Salvini a été en Israël dire tout le bien qu'il pense. Comment ces gens qui frayent aujourd'hui avec tous les antisémites de près ou de loin d'Europe viennent nous expliquer que nous, on est antisémites. On est dans des alliances entre l'extrême droite juive, israélienne aussi, évidemment, et l'extrême droite tout court. Je ne comprends pas pourquoi on accepte ce genre de discours. C'est évidemment très préoccupant que d'avoir non plus seulement l'armée qui tire sur des civils désarmés avec des escouades de snipers, c'est nouveau, hein, on n'avait jamais vu ça, ce qui s'est passé le 15 mai 2018, l'anniversaire de la Nakba. Deuxièmement, les colons qui se permettent d'aller brûler, arracher des oliviers, brûler des maisons, brûler des gens. Et vous avez raison, quelque chose de neuf, et des manifestations anti-arabes spontanées dans des villes, avec des choses qu'on n'a jamais vues. La haine anti-arabe qui est attisée par le gouvernement israélien, elle entraîne un certain nombre d'excités à faire n'importe quoi. Il y a vraiment des phénomènes, j'ai écrit ça dans Orient 21 il y a quelques semaines, une radicalisation politique dont certains aspects sont des aspects de fascisation. Le lobby juif pèse infiniment moins dans la politique de Trump, en général des dirigeants américains, que le lobby évangéliste. Quand je dis évangéliste, soutiennent Israël comme la corde soutient le pendu, parce que le discours évangéliste, c'est qu'il faut que le Messie revienne. Pour qu'il revienne, il faut que tous les Juifs soient rassemblés en Palestine et qu'ils soient convertis, de gré ou de force. C'est pas du tout
des gens qui ont une sympathie folle pour les juifs, hein, du tout. Dans les dernières années, depuis Sharon et a fortiori depuis Netanyahou, on a eu un phénomène de boomerang. Plus le lobby était anti-Obama, pro-Netanyahou, et plus il se coupait de la majorité des juifs américains qui, eux, étaient pro-Obama. C'est que c'est encore plus fort chez les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes juifs américains ont un judaïsme américano-centré. Ce n'est pas qu'ils soient contre Israël ou pour, ça ne les intéresse pas. Donc, il y a là quelque chose qui, à long terme, fait très très peur aux dirigeants israéliens, mais là, du coup, leur radicalisation les condamne. Hein. Historiquement, ils ne rattraperont pas le fossé qui s'est créé dans ces années-là. Ça a beaucoup marqué les juifs américains que Netanyahou soit aussi méprisant, pour ne pas dire raciste, à l'égard d'Obama. Il y a eu vraiment des phrases et des discussions, des choses inqualifiables de la part de Netanyahou. Pour moi, l'antisionisme n'a rien à voir avec l'existence d'Israël. Pour moi, Israël, ça existe, et ça n'a strictement aucun intérêt de dire qu'on est contre ou pour que ça existe. Ça existe. Ça fait partie de l'équation proche-orientale. Le problème, c'est quel Israël? Presque tous pensaient que la solution, c'était 2 États. Quoi qu'on en pense, Netanyahou a réglé notre problème. Il n'en veut plus. Les dirigeants israéliens n'en veulent plus. Ils veulent, ils le disent, annexer la Cisjordanie. Donc si on annexe la Cisjordanie, par définition, il ne peut pas y avoir 2 États. Donc, on va vers un État. Et toute la question, c'est de savoir si le mouvement palestinien d'un côté et le mouvement israélien, est-ce qu'ils seront capables de faire muter leur stratégie ensemble? Comment mener la bataille pour un autre État d'Israël? C'est-à-dire pas un État nation du peuple juif, excluant tout autre droit à l'autodétermination, excluant l'arabe comme langue d'État, etc., plus toutes les discriminations contre les Palestiniens qui existent depuis longtemps. Mais on peut aussi imaginer ce que, disons, la gauche israélienne véritable a toujours défini comme un État de tous ses citoyens. Moi, je réponds toujours dans ces débats sur le sionisme et l'antisionisme que le modèle, si on peut dire, de l'antisionisme, la maquette de l'antisionisme, c'est un mouvement qui existait en Israël, qui s'appelait le Matzpen. C'est un mouvement d'origine trotskiste, disons. Matzpen, ça veut dire boussole. Ça a toujours été un petit mouvement, mais qui a eu un effet et une influence considérable. Ils font un manifeste, dans lequel, j'en parle dans le livre, dans lequel ils disent nous ne voulons pas détruire l'État d'Israël, nous voulons le transformer. Nous voulons un État où les Israéliens et les Juifs plutôt et les Palestiniens vivent ensemble à égalité. Alors, très important la formulation, c'est égalité de droits nationaux. Donc les 2 peuples ont des droits égaux, palestiniens et juifs d'Israël. Égalité des citoyens, donc tous les citoyens ont les mêmes droits. Et égalité des 3 confessions dans le traitement. Je dirais qu'il faut toujours rappeler que le débat sur sionisme et antisionisme est d'abord un débat juif. Je pense que s'il y a une chose qui a fait bouger, s'il a bougé Emmanuel Macron, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, lui, trancher des débats qui sont des débats juifs. Alors il a travaillé chez Rothschild, mais ça ne suffit pas pour être juif. Hein.